Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on va partir du côté, alors je ne veux pas dire de l'informatique, mais en tout cas un peu de technique. On va parler de gestion des projets logiciels avec des mots qu'on aime beaucoup. Intelligence artificielle, Scrum, méthode agile. Alors, on accueille Jean-Paul Calbimonte et Davide Calvaresi qui vont nous présenter en fait les résultats du chèque projet que nous avons financé. Je pense que vous avez certainement mis d'autres heures dans ce projet. Alors, si vous pouvez nous expliquer les tenants et les aboutissants de ce projet et à quoi vous êtes arrivé, ce serait un grand plaisir. Merci Nathalie, merci Erika. Alors, je vais essayer de partager mon écran. J'espère que ça vient. C'est tout bon, on voit en grand. Ah, vous voyez? Oui, c'est tout bon. Ah, ok, parfait. C'est encore bon? Chez moi, ça affiche pas. Ah, pardon. Ah, alors là, c'est en mode plein écran. C'est un affichage, je pense, c'est partagé dans Teams depuis PowerPoint, je pense, parce que ça a l'air Ok, ouais. C'est étrange. Je ne sais pas pourquoi ça s'affiche pas. J'essaye encore une fois et j'espère que ça marche. Moi, je suis sûre que ça marche. Ok. C'est toujours bien? Oui, alors oui, c'est tip top. Là, tu es en mode Ok, plutôt parfait. PowerPoint, ouais. Oui, alors, oui, je présente cette expérience qu'on a fait en termes de gestion de projet avec l'IA et Scrum, méthodes agiles. Alors, Jean-Paul Calvi-Montet, je travaille à la filière informatique gestion, à l'Haute École de gestion. Mais ce projet, c'est aussi avec David, qui est aussi présent, qui travaille du côté HEI, à Sion, la filière informatique et système de communication. Alors, je vais juste commencer avec une première partie dans le contexte. C'est quoi le contexte de la gestion de projet? Je pense que ça touche pas seulement l'informatique, mais aussi ça va un peu dans tous les métiers. On a toujours nos Gantt charts, notre planning, mais on voit que des fois notre planning a des petits soucis. Par exemple, il y a des tâches qui commencent plus tard que ce qu'on voulait. Il y a des dépendances qui changent dans le temps. Il y a des tâches qui d'un coup on n'a pas besoin parce que peut-être que ça a été déjà fait. Ou bien il y a des priorités qui changent quand on est en train de déjà mettre le projet en exécution. Alors ça peut complètement changer notre planning et du coup on est embêté parce que nos utilisateurs ou clients ou partenaires, ils sont pas tout à fait contents avec la performance et avec le déroulement du projet. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de changements. Ça, on connaît. Tous ceux qui ont travaillé avec des projets, on sait que ça arrive. Et on est beaucoup confrontés à ça. Et les méthodes agiles, elles sont un peu faites pour ça, pour répondre à ce besoin de s'adapter aux changements. Et dans les différentes filières, mais surtout aussi en informatique, on les utilise beaucoup. Il y a par exemple le Scrum, la méthode Scrum avec laquelle on va partir avec cette idée de backlog ou bien une liste de tâches, liste d'activités avec laquelle on commence. On choisit quelques-unes et on ne fait pas tout de suite, mais on choisit juste un nombre limité de tâches. On crée ce qu'on appelle un sprint backlog. Et ça, on le fait pour une itération. On divise le temps en itérations. Par exemple, chaque 2 semaines, on va faire une itération et on va choisir quelques tâches. Et il y a l'équipe Scrum, c'est-à-dire les personnes qui vont faire le projet, qui vont se réunir chaque jour pour faire une mise à jour de où on est, travailler sur les différentes tâches, et à la fin de cette itération, par exemple chaque 2 semaines, on va produire ce qu'on appelle un increment, ou bien le produit, le résultat final de cette itération ou sprint. Après, on révise, on fait une révision avec les clients, le partenaire, la personne qui est intéressée, le stakeholder. On va voir si ce qu'on a fait pendant cette itération correspond aux besoins. Et à la fin, on va se faire aussi une petite rétrospective pour voir ce qui a marché, ce qui s'est bien passé et les choses qu'on peut aussi améliorer. Et comme ça, on revient à faire une nouvelle sprint, une nouvelle itération et on continue comme ça jusqu'à la fin du projet. Bon, ça, c'est en 2 minutes la méthode Scrum, une des méthodes agiles qui existent, qu'on utilise souvent pour nos cours.
Et on les introduit assez tôt. Par exemple, en informatique gestion, on le fait ça le premier semestre, avec des étudiants qui ont peut-être pas forcément une très bonne idée de ce que c'est la programmation. Ils sont en train d'apprendre ça en même temps. Et on continue ça tout au long du parcours de la carrière. Par exemple, en deuxième année, il y a les projets inter-écoles. Ils font le projet pas seulement à Sierre, mais avec des étudiants qui sont à Neuchâtel et à Genève, et ils font des projets ensemble. Et pour pouvoir travailler ensemble, ils utilisent cette méthode aussi. Mais la même idée, la même méthodologie, elle est utilisée aussi pour d'autres cours, pour d'autres projets. Alors, c'est important qu'ils soient à l'aise avec ça. Alors, un des éléments qui est super important, c'est les user stories. Alors, les user stories, je pense que ça va beaucoup plus loin que juste l'informatique. On utilise des user stories pour d'autres choses aussi. Alors, c'est cette manière de concevoir les tâches de manière que ce soit quelque chose de facilement compréhensible, mais aussi actionnable. C'est-à-dire qu'en regardant une user story, je sais ce que je dois faire et je sais si c'est validé ou pas, si c'est fait, si c'est terminé ou pas terminé. Alors, une user story a différentes parties. Il y a un titre, on a une description, on indique qui va le faire. Il doit y avoir quelqu'un qui est responsable de cette user story, de cette tâche, et aussi une description de la tâche à faire, ainsi que dans quelle itération ça se fait, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on le fait dès le premier semestre avec nos étudiants. Ils doivent s'entraîner à créer ces user stories, à valider ces user stories, et aussi voir s'ils ont complété ce qui est écrit dans cette user story. Mais pour élaborer ces user stories, des fois, ça prend du temps. Et en tant que prof, nous, on a, surtout pour les étudiants qui commencent, qui sont en première année, deuxième, troisième semestre, c'est à nous de créer des fois les user stories à haut niveau. Et ça prend pas mal de temps et on doit voir que ces user stories soient aussi consistantes et que ça signifie le même effort ou bien le temps de travail pour les étudiants. Alors, c'est déjà pour les enseignants, c'est une problématique, un problème de pouvoir gérer, créer ces user stories. Et en plus des user stories, il y a ce qu'on appelle les épiques. Parce que les user stories, elles peuvent être décrites avec une très grande granularité ou petite granularité. Par exemple, si j'écris une user story assez simple, comme vendeur, je vais mettre mon mot de passe de manière que je puisse être capable d'entrer dans le système. Ça peut être une user story assez simple. Mais en fait, cette user story, on peut la décliner, on peut la sous-diviser en différentes parties, en se posant quelques questions. Est-ce que c'est la première fois que j'accède au système? Est-ce que j'ai besoin de mettre le mot de passe à jour avec un lien email? Ou bien est-ce qu'il y a des contraintes par rapport au type de mot de passe? C'est avec 8 caractères, avec des caractères spéciaux, etc. Avec ces questions, on peut décliner cette user story simple en différentes sous-user stories, c'est-à-dire en user stories de plus bas niveau, qui ont beaucoup plus de détails. Par exemple, je peux dire, comme administrateur, j'aimerais envoyer un email pour remettre à jour le mot de passe, ou bien j'aimerais éditer mon profil et avec l'édition de profil aussi modifier le mot de passe. Ou bien, comme administrateur, j'aimerais voir que tous les mots de passe ont aussi le même type de contraintes de sécurité des mots de passe, avec le même type de caractères, le même nombre de caractères, etc. Alors, ce qu'on appelle tout en haut la simple user story, la plus simple, des hauts niveaux, ça, on va l'appeler plutôt une épique, c'est-à-dire une user story des hauts niveaux, tandis que les trois qui sont en bas, c'est des user stories qui ont granularité plus basse, en fait. Et quand nous, on est prof et on est en train de créer des backlogs, créer des listes des tâches pour les étudiants, des fois, on a envie de travailler avec des épiques. Comme ça, on a des user stories de très haut niveau que les étudiants peuvent ensuite, eux, décliner et détailler et aller plus en détail. Donc, première partie de ce projet, c'était pour aider les enseignants avec cette tâche. Et on a créé ce qu'on appelle cet Epic Generator. C'est un outil qui aide les profs, les enseignants,
à créer des projets pour les étudiants dans une certaine thématique, choisir et définir différents projets multiples avec plus ou moins le même niveau de difficulté et le même niveau d'effort, parce que finalement, c'est les étudiants qui doivent travailler sur ces tâches, développer ces tâches aussi, et ils doivent passer un nombre d'heures approximatif qui doit être plus ou moins équivalent. Alors, il ne faut pas qu'on crée des user stories plus complexes pour une équipe et moins complexes pour un autre. Il faut aussi choisir des types de scénarios différents et aussi jouer un peu avec la quantité en fonction de combien de personnes travaillent sur chaque équipe. On a travaillé avec quelque chose de simple, c'est un vacataire qui travaille dans la filière depuis déjà plus de 2 ans, Anurag Balasingham, que vous avez peut-être croisé, qui enseigne en partie le module Project Team avec moi, qui a travaillé sur ces générateur qui est basé sur Excel. C'est très basique, c'est un outil très facile à utiliser et qui va générer justement ces epics, ces user stories à haut niveau pour différents use cases. Avec certains critères, par exemple, avec le nombre d'heures à disposition, combien de sprints vont être planifiés, 5 sprints, 6 sprints, 4 sprints, et aussi une gestion de priorité. Et bon, ça a été développé et on a donné ça aux autres enseignants pour qu'ils puissent gérer et créer ces user stories. Et Anurag, il a collecté aussi un peu du feedback des autres enseignants. On a des réponses plutôt positives par rapport à l'utilisation de l'outil. Ils disent que c'était facile à utiliser. Ils ont utilisé les options de filtrage, par exemple par catégorie, par priorisation, et ils ont aussi trouvé que ça c'était facile à utiliser. Après, est-ce que ça c'était d'aide pour la gestion de la classe et pour le planning des différents projets? Oui, certains disent que c'était très utile, d'autres un peu moins, mais en général c'était positif. Est-ce que ça a aidé au niveau de la gestion de temps de l'enseignant? Est-ce que ça a été plus facile avec ça en termes de temps? C'était aussi la perception plutôt positive. Par contre, il y a aussi du feedback, par exemple, en tout ce qui concerne les difficultés en utilisation des outils. Ici, j'ai mis quelques commentaires. Ici, par exemple, il y a la compréhension de qu'est-ce que chaque épique veut dire. Peut-être n'était pas tout à fait clair tout le temps. On avait aussi des souhaits pour le futur. Il y a certains qui voulaient un peu plus de le faire un peu plus automatique. Il y a certaines choses qu'on doit faire un peu à la main aussi. La partie User Acceptance Criteria. Alors, pour une User Story, il y a une partie qui s'appelle l'Acceptance Criteria qui nous indique comment je sais qu'une tâche a été terminée ou pas. Alors, cette partie-là, ce serait bien de aussi pouvoir donner un peu plus d'informations, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Est-ce que vous recommanderez l'Epic Generator pour d'autres cours? En général, oui, mais ils donnent aussi un peu des observations que je pense sont importantes. C'est bien parce que ce type d'outil nous permet de créer des projets qui ont plus ou moins la même taille et complexité, ça c'est bien. Et si on a beaucoup de groupes à gérer en même temps, ça devient d'utilité, mais il y a aussi d'autres feedbacks, surtout la partie d'automatisation, qui nous ont dit que ça serait bien d'améliorer. Et je pense qu'aujourd'hui, avec des outils IA, on pourrait faire plus. Pour l'instant, c'est un outil basé sur Excel, alors on est un petit peu limité par la technologie. Si on passe sur, par exemple, Python, si on fait le même outil avec un notebook Jupyter, je pense qu'on pourrait facilement rajouter plus de fonctionnalités. C'est quelque chose qu'on pourrait faire prochainement. Après, ça c'était pour les enseignants. Un outil pour aider les enseignants. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les étudiants? C'est les étudiants qui doivent aussi créer des user stories basées sur ces epics et aller plus en détail. Et ça, c'est un exercice qu'on faisait, qu'on fait toujours un petit peu à la main, on le fait en classe. On leur donne cet epic, cette user story de haut niveau et ils doivent développer ça en quelque chose de beaucoup plus détaillé. Et il vient avec ce type d'exemple. Ici, j'ai mis des exemples qu'ils nous mettent dans la classe.
As a customer, I want to see an easy way to order meals. C'était pour un système de restaurants avec des commandes de nourriture. Alors, ils viennent avec ces user stories qui ont des éléments qui sont un peu vagues. I want an easy way to order meals. Easy way, une manière facile de faire les choses. Alors, facile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas tellement spécifié. Un autre exemple, as a customer, I want to see the restaurant operating hours. Et il met déjà des informations spécifiques. 11h30 à 22h, c'est fermé le lundi. Alors, c'est des informations qui, notamment, ne devraient pas être là. C'est des informations qui devraient être plutôt dans un autre endroit où on met les détails de la user stories. Alors, des fois, il y a des mélanges entre le besoin ou bien ce qui va être fait. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qu'on observe régulièrement. Et ici, un dernier exemple. As a mobile user, I want to use the website to be responsive and easy to use. Encore une fois, responsive, easy to use, c'est une terminologie qui, ouais, c'est bien que ce soit responsive et easy to use, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment je transforme ça en quelque chose que je peux programmer et exécuter? Ça, c'est une autre question. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille en classe. Mais maintenant, avec l'IA, ce qu'on voit souvent, c'est que ils essayent il y a certains, il n'y a pas tout le monde, mais il y a certains qui balancent à son Claude, ChatGPT ou autre, et ils viennent avec des choses comme ça, avec des user stories toutes faites, qui en principe semblent être bien faites, qui cochent toutes les cases, mais qui cachent aussi une mécompréhension des fois de projet ou bien de use case, et qui rajoutent des choses qui sont pas du tout nécessaires ou qui n'étaient pas reflétées dans les besoins de l'utilisateur. Alors ça, c'est un peu les dangers qu'on a avec l'utilisation de l'IA excessive. Et à ce moment-là, on se dit, est-ce qu'on doit regarder un peu notre utilisation de l'IA et aussi guider les étudiants dans cette démarche? Parce qu'on ne va pas dire simplement, vous n'utilisez pas l'IA, je pense que ce n'est pas réaliste. Il faut plutôt guider comment l'utiliser, quelles sont les bonnes manières, quelles sont les bonnes pratiques. Et pour la partie IA, moi, je voudrais laisser un peu la place à David, qui nous présente un peu le côté HEI, plus centré sur l'IA et d'autres initiatives qu'il a eues. Alors, David, je te laisse gentiment la place. Alors, merci Jean-Paul. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Alors, je crois que vous arrivez tous voir mon écran et à bien m'entendre. C'est juste? OK, super. Alors, moi, j'ai étudié l'utilisation de GenAI et le Scrum dans le sujet d'un examen que je donne, d'un cours que je donne ici à la HEI. Et un petit step passe arrière, moi, j'ai travaillé dans beaucoup de research areas. Alors, j'ai l'habitude à devoir gérer des requisites et des stakeholders plutôt hétérogènes. Et dans notre cours, par contre, à la première année, on a des cours très focalisés, très concentrés, tout à fait, réseau IP, cryptographie, comme bien en première année. Et seulement le premier semestre, deuxième année, on a System and Software Engineering, qui est celle-là où on applique, on montre tout à fait la méthodologie Scrum. Ça pour nous, ça peut être tôt et tard en montant, parce que le moment qu'on arrive là, il faut tout à fait sortir les étudiants de ce qui s'appelle Code Temple. Parce que pour eux, à ce moment-là, les projets, c'est que de développer. Aussi, encore pas penser avant de développer. Encore moins d'avoir tout à fait une méthodologie. Ça, c'est une chose que toute à première approche, ça semble un peu bizarre au prendre du temps. Mais tout à fait, moi, j'ai fait des considérations avant de démarrer mes observations et mon travail avec mes étudiants. On a eu à peu près 40 étudiants et à peu près 12 groupes. Et tout à fait, c'est vraiment cool d'être étudiant maintenant. Ce qui est tout à fait aussi quand tu es seul, mais à la fin, non, tu n'es jamais seul.
au moins mentalement, on a toujours un peu un parachute à côté que c'est représenté dans ces plusieurs modèles des LLM au GenAI. Mais tout ça que ça ressemble, waouh, brillante, tout à fait, il y a un peu des hommes derrière. Alors moi, pendant ce cours-là, aussi en accord et en collaboration avec Jean-Paul Calbimonte, on a investigué où ça marche bien, où il y a des potentiels améliorés et où tout à fait, il faut faire attention à un niveau 1 pédagogique et 2 au niveau effectif des qualités du travail. Et tout à fait, on a remarqué que, bon, il y a des côtés clairement positifs dans les deux, mais il y a vraiment des points interrogatifs. Hein, on ne peut pas les négliger. Alors, si on remet la slide, par contre, que le professeur Jean-Paul, il a déjà expliqué, et merci pour la super cool introduction en méthodologie Scrum. Ça, c'est la signeur des schémas. Par contre, moi, ce que je viens de remarquer avec mes analyses, c'est que l'utilisation des LLM, c'est un peu placé où vous voyez les points d'exclamation. Ça veut dire, suivant tout au début, pour processer la vision, pour processer, nettoyer, par exemple, les réquisites qui sont bien exprès, pas bien exprès, etc. Et aussi, un peu plus délicat, pour faire les sprints de la semaine ou des 2 semaines, les périodes de développement et tout à fait pendant le codage. Ça, c'est une situation que tout à fait, il nous a dit à la fin que si on regarde l'ensemble des tâches à faire pour le codage et de la méthodologie, ben, à la fin, c'est très vite adopté par les étudiants dans la entièreté. Tout à fait, moi, quand je donne ce cours-là, soit j'appelle des collègues pour faire les PO, les product owner, soit moi, je m'échange plusieurs fois les casquettes et je vais de cas en cas à faire le PO du moment. Et ça, des fois, j'ai aussi, je t'ai clairement donné des besoins, des réquisites très clairs et des fois un peu ambigus et des fois clairement exagérés en essayant de responsabiliser l'étudiant, comprendre, bon, on a 3 mois pour travailler, ce que nous demandait tout à fait, ça fait 1 an de boulot. Aussi, si on aimerait le faire, mais l'estimation, c'est un peu pas trop réaliste. Mais les LLM qui sont votés un peu comme à l'attitude du yes man, ils essaient toujours de dire oui, on va le faire. Et comme justement soulevé dans Jean-Paul, on a un peu des surestimations de ce que doivent ou peuvent être faits. Et alors, si on va regarder un peu le passage, comme je dit, dans le sanctuaire de coding à la procédure qu'on a introduite, moi, j'ai remarqué qu'à la fin, les étudiants, ils utilisent toujours les LLM, mais bizarrement, avec 2 attitudes très différentes, au moins au début. Au début, ils considèrent que le code, c'est ça qui est vraiment important. Alors, bon, je veux faire un bon travail, je pousse dessous et alors j'utilise l'LLM parce que c'est très important. Et à côté, je dis, bon, il faut faire cette méthodologie, ça m'a fait perdre du temps, j'ai déjà beaucoup de cours à faire, beaucoup de tâches, il faut que je vais vite, alors je délègue à l'LLM. N'importe laquelle raison, laquelle excuse, il y a vraiment une tendance de plus en plus à déléguer, à dépendre de cette LLM et dans plusieurs tâches. Tout à fait, il n'y a rien qui est tout complètement négatif, parce que si on regarde le côté positif de l'histoire, de l'expérience qu'on a fait, moi, j'ai vécu avec les étudiants que tout à fait, des fois, quand ils démarraient, ils n'avaient pas vraiment des idées claires comme faire, comme s'interlacer, comme parler avec le PO ou comme pouvoir démarrer, ils ont utilisé pas mal les LLM pour break the ice. Ça, c'est bon parce que suivant, j'ai noté qu'après les premiers échanges, les étudiants, ils ont pris conscience, ils ont pris la propriété de l'interaction. Alors, eux, ils ont développé une conscience dessus. Mais suivant, ils sont restés un peu victimes de la narrative développée par l'IA et ils sont restés coincés dedans. Et notre côté positif,
c'est tout à fait, nous, on avait des sprints plutôt brefs. On faisait une semaine de sprint. Et eux, ils voulaient justement montrer le valeur à la fin de leur sprint. Et alors, tout à fait, ils passaient d'avoir un rapid prototyping avec les LLM à rester là, à jouer un peu autour. OK, on démarre bien, mais quelqu'un il évoluait et il prenait propriété du code et quelqu'un restait et il démarrait à droite et gauche et branchait un peu tous les promptings et les interactions avec l'IA. Aussi, moi, j'ai marqué beaucoup des étudiants qui se sont lancés dans l'utilisation des librairies un peu nouvelles, un peu peut-être nécessaires ou compliquées, que c'est un bon et un mauvais choix, je dirais, parce que des fois, c'est nécessaire, des fois, c'est une situation cool pour apprendre des nouvelles compétences. Et là, j'ai vu certains étudiants qui tout à fait, ils utilisaient les LLM comme un sparring partner. Alors ça, c'est très positif parce que ça, il a agrandi la connaissance des étudiants. Tout à fait, il faut vraiment lancer un peu la question, est-ce que c'est vraiment un sparring partner? Parce qu'à la fin, c'est très, très rare qu'il met vraiment en question les choix des utilisateurs. Et refining user stories, comme j'ai dit, des fois, moi, je jouais un peu entre les lignes pour pousser les étudiants à réfléchir. Moi, j'ai donné 2 pages à 4 des descriptifs du projet. Et après, j'allais là me présenter comme PO. Ça, c'est votre document. Maintenant, on peut interagir. Vous pouvez poser des questions, on peut élaborer, on peut clarifier, etc. Et bon, suivant, ils sont préférés pas trop interagir avec moi, parce qu'ils sont lancés documents dans le LLM. Et comme Jean-Paul nous a montré, ils sortent quelque chose qui ça semble être impeccable, parfait, mais qui va totalement à l'ouest. Des fois, aussi dans les cases que moi j'avais poussées pour demander, et là c'était l'étudiant qui devait dire non, 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 ça, il faut être consciente, on ne peut pas, il faut discuter, il faut négocier. Ben, et là, rien, elle était visée, et tout à fait, ils m'ont présenté des user stories et des réquisites, que bon, c'était pour un projet presque 2 années à la place de 4 mois. Ils n'avaient pas compris qu'ils n'avaient pas la main, et ils m'ont balancé directement l'output des élèves. Donc, des fois, c'est bien marché. Ils ont éliminé les ambiguïtés, ils ont bien éclairé les réquisites, mais des fois, ils sont complètement fait la divergence. Euh, alors, exception fait des cas positifs, pour se concentrer, je dirais, sur les risques potentiels, qui sont plus dangereux. Je crois qu'on doit faire plus attention à ça plutôt qu'à les belles nouvelles. Tout à fait, comme il a aussi présenté Jean-Paul, il y a beaucoup des hallucinations au niveau de réquisites. Et suivant, ils vont générer, à inventer des choses que c'était pas décrit, c'était pas demandé. Moi, je relevais, il y avait 2 groupes de black box commit. Ça veut dire que dans une semaine, ils ont fait que 2 commits. Un, il avait 4 lignes de code. Un autre, il avait 3400 lignes de code après 3 jours. Moi, je connais des développeurs super incroyables. Je crois que 3000 lignes de code, ils l'écrivent dans 2 mois ou 1 mois. Alors, ça, il t'a dit que vraiment, ils se sont un peu trop lancés. Mais pour être sûr et certain que moi, j'étais pas un peu, euh, j'ai pas préjugé, j'ai dit, OK, on ouvre le code, explique-moi ça, pourquoi tu as décidé ça, comment tu as fait ça, et si vous changez ça, on fait quoi? Ben là, ils sont vraiment tombés, et ils sont pas donné de réponse, et c'est une déclaration dans le vide là. Et une autre chose que maintenant, il va parler à un niveau d'abstraction de groupe. Mais si on rentre dans le groupe, après qu'ils se sont répartis les tâches, il y a le risque que chacun, il va discuter avec son GPT, avec son LLM, et notamment, ils ont la tendance à prendre pas tout le temps à vraiment bien décrire ce que c'est nécessaire, mais ils vont avec des itérations un peu incrémentales, mais c'est pas un très bon choix, parce qu'après qu'il introduit des corrections et des petites spécifications, le code, il démarre à prendre une direction que c'est pas la meilleure, c'est pas la plus propre. Et chaque
étudiant, avec son LLM, il prend direction sans vraiment trop communiquer, parce que le code développé, c'était trop et trop vite. Et ils n'ont pas le grasp, et le moment qu'il faut remettre les choses ensemble, soit c'est vraiment difficile, ça, ou si ça marche, ça ne fait pas vraiment trop de sens. Et ça, c'est un grand danger qu'on met dans le marché, dans l'industrie, un code qui, oui, il marche, mais vraiment, c'est pas du bon code. Et tout à fait, c'est pas du bon code. On le retrouve aussi dans le technical debt, parce que des fois, on écrit, moi, j'ai besoin de ça. Bam, solution que plus ou moins il nous suffit, on est contente, et on nous fait ticker la porte d'Anne, mais c'est pas vraiment, ils répondent pas à tout ce que c'était demandé, et il va pas dans la direction que les étudiants ils doivent avoir vu avec sa méthodologie. C'est un peu en vision à court terme. C'est peu pour répondre à une question limitée. Et un peu, ça répétit, je dois dire, mais aussi j'ai vérifié que dans les reports ou dans le daily meeting, moi je ne peux pas participer, désolé, j'ai un autre cours, je vous envoie mon report. Et les reports partagés, suivant, c'était un peu vraiment synthétique. Alors là, la transparence, c'est un des valeurs fondamentaux de la méthodologie Scrum, la transparence et le partage, là, on la va perdre comme valeur. Un autre risque, danger que j'ai remarqué, c'est l'hallucination du progrès. Tout à fait, avec 2 heures d'utilisation, on peut presque avoir l'impression qu'on a presque terminé le projet. Tout à fait, ça c'est un mirage et il nous un peu déstabilise. On n'arrive non plus à avoir le contrôle sur ce que c'était fait et sur les directions où on veut aller. Et tout à fait, le moment que moi j'ai joué le product owner pendant la sprint review, ça c'est cool, moi je ne l'avais pas demandé, mais merci pour l'avoir introduit. Ils le sont présentés comme un feature gratuit. OK, j'achète ça, mais je ne la veux pas bleu, je la veux rouge et je veux ça fait en cette autre manière. Est-ce que vous pouvez le faire? Et clairement, c'était un peu des questions piégées. Ils se sont dit, mais oui, ils se sont donné une estimation complètement fausse parce qu'ils ne savaient pas la conviction de ce que c'était nécessaire vraiment pour changer ce que j'allais demander. Et à ce point-là, sa dimension de vitesse, ça démontre de nouveau aussi inutile parce que c'est pas bien géré. Et un des résultats, désolé, c'était qu'un groupe, il a dû faire 4 fois leur travail dans le dernier sprint, parce qu'ils ont réalisé que les choses vraiment ne bougeaient pas comme ils s'attendaient et que beaucoup des choses étaient repoussées, refusées, et ils se sont tous retrouvés à le dernier sprint avant l'examen. Ça, c'est un peu room reading. Ça vient un peu entre les lignes de ce que j'ai dit là maintenant. Tout à fait, c'est les étudiants, ils font des promptings un peu en vitesse, sans être vraiment très précis et très explicatif. Mais la solution qu'on va recevoir, c'est pas idéal. Et c'est un peu blind, on peut dire. Et ça, c'est encore pire, c'est à faire ça, c'est plus qu'un élément dans le team. Ça, c'était vraiment difficile de le voir des fois. Ils avaient des solutions incroyablement compliquées, super cool, mais ils n'arrivaient pas à les faire marcher ensemble. Et ça, l'over-generalization, ça vient de tout à fait la nature des LLM, qui sont entraînés avec des données un peu généralistes qui se trouvent sur Internet. Clairement, les LLM, ça devient de mieux en mieux, mais la réponse qu'on va recevoir à notre requête, si c'est pas bien posé, c'est toujours un peu généraliste. Et alors, il y avait un moment, pendant par exemple la génération des bases de données ou la génération des interfaces, clairement, tout le monde, il voulait aller un peu plus vite. C'était le moment de la première semaine de janvier. Les examens, il arrivait bientôt vite. Alors, tout le monde, il avait l'intention d'un peu pousser à terminer ses tâches. Et moi, j'ai reçu un peu 10 projets complètement différents. Il y avait 3-4 dedans que c'était presque un copier-coller généralisé.
et c'était pas vraiment ça que le PE il nécessitait ou il avait dit. Alors ça, c'est un autre résultat d'avoir vraiment un truc générique et on perd la spécialisation de ce qu'on va faire. De nouveau, ça, j'ai déjà mentionné l'effet Yes Man. Et moi, je me suis lancé, et j'ai fait un petit bêtise avec un groupe. J'ai expliqué intentionnellement un concept erroné. J'ai expliqué une erreur. Voilà. Et j'ai dit, je veux ça parce que ça marche comme ça. Et tout à fait, le sprint review après, bon, ils sont venus avec ça implémenté et bien expliqué sur notre tableau Excel qu'on utilise aussi pour tracer la vitesse et tous les avancements. Et l'LLM, moi je demandais est-ce que vous êtes fait aider, des choses comme ça. Et il s'est dit oui, on a utilisé pour le raffiner ce que nous avez demandé. On a un peu galéré au début parce que c'était pas trop clair, mais à la fin on a compris et on l'a fait. Et bon, c'était une erreur. Tout à fait, ils sont convaincus, l'LLM, que non, le prof, il nous a dit ça, il faut faire ça, période. Et bon, il a fait ça. Et après, bon, tout à fond, moi, j'ai dû prendre du temps pour dire non. Moi, j'ai dit une erreur, j'ai bien expliqué combien faire, mais j'ai dû un peu supprimer mon erreur. Et ça veut dire que si un enseignant, il fait une erreur spontanée, bah, les LLM, c'est pas tout le temps là pour te supporter. Alors, c'est pour ça qu'avant, j'ai dit sparring partner, oui, ma pas en question, parce que des fois, le yes man, bon, ça aide pas trop. Il nous fait plaisir, il nous soutient, ah, super cool, solution, projet intéressant, hein, mais c'est pas ça qu'on nécessite vraiment. Alors, pour faire un petit wrap-up, j'ai mis sur cette slide ici un peu les éléments qu'on peut retrouver dans notre méthodologie Scrum et tout à fait les utilisations qu'on peut faire correctes. Ça veut dire vraiment peut-être un team player en plus, mais aussi on peut perdre beaucoup de choses, on peut faire beaucoup des erreurs dans plusieurs des étapes de cette méthodologie. Et alors, je fais un passe arrière et j'ai dit, waouh, c'est cool d'être étudiant maintenant. C'est cool d'avoir toujours un extra team member dans mon team, mais les risques qu'on avait censés au début, maintenant on peut les nommer. Et pour moi, ils sont la knowledge erosion, ça veut dire érosion de la connaissance. Tout à fait, on ne va pas développer des skills qu'avant on travaillait en travaillant, on va dire comme ça. Et tout à fait, on perd le luxe de la souffrance, entre guillemets. Avant, il faisait vraiment arriver à une connaissance, à la extraire dans une tâche, dans un travail. Maintenant, les enfants, ça vient très vite et comme ça vient, vite il part. On ne retient pas. Et aussi, s'ils sont des travaux des groupes, l'utilisation de la GenAI, il peut risquer de renforcer les silos entre les étudiants parce que tout le monde il a les propres nécessités, soit du sport, soit le travail, ou ils vivent loin, ils ne peuvent pas se rencontrer. Mais le code, il va aller ensemble, d'une manière ou de l'autre, il va marcher. Mais la communication, j'ai remarqué qu'elle est beaucoup en déclin, beaucoup pire. Voilà. Et ça, c'était mon expérience, ou plutôt les infos plus importantes que j'ai extraites. Si vous avez des questions, je suis très content de les partager avec vous. Un tout grand merci pour votre doux partage par rapport à ce cas. Alors, c'est pas le Graal encore, l'intelligence artificielle et l'usage des LLM pour faire de l'informatique. Je ne sais pas si dans les personnes qui vont vous ont écouté, il y a des questions. Ah, il y a Erika qui a déjà une question. J'ai une question pour Jean-Paul et aussi après pour David aussi, mais pour vous deux. Tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation. C'était par rapport donc au Epic Generator, parce que toi, Jean-Paul, tu nous avais dit que pour l'instant, c'est en forme d'un fichier Excel, c'est ça? Donc, est-ce que vous pensez le développer dans un autre format? Oui, ça c'est une réflexion. Alors l'idée de générateur Epic, ça c'est une discussion qu'on a pas seulement entre nous, mais aussi à Nourage, celui qui a fait et qui a développé le générateur Epic.
Et aussi Alexandre, qui est aussi présent dans la conversation ici, qui a été aussi impliqué, ainsi que les autres profs qui ont fait l'évaluation et qui ont donné leur feedback. Alors ça, c'est une discussion qu'on a entre différents profs et enseignants de la filière. Et je pense qu'une idée intéressante serait de passer d'Excel, qui est un peu basique, par exemple, à Python Jupyter. Je pense que ça nous permettrait déjà de faire une génération beaucoup plus automatique de certains éléments. Alors oui, ça c'est une des possibilités qui est sur la table. OK. Et ces types d'outils pour gestion de projet, est-ce qu'il y a un minimum de membres de groupe pour qu'il soit utile ou le projet doit être long ou pas forcément? Comment la personne elle peut savoir si ça vaut la peine d'utiliser ou pas? Oui, alors ce type d'outil est vraiment pour juste générer des projets et des tâches définies de manière un peu consistante. Alors, quelle taille d'équipe? C'est normalement entre 10 personnes, c'est la taille typique. Parce qu'ici, on parle des étudiants. Alors, quand on va au-delà des 6 pour des équipes de développement, il y a des gens qui ne travaillent plus. Alors, ça, on sait, ça, on connaît. Notre expérience nous montre déjà, avec 6, on est déjà, on se pose des questions. Si on travaille à 4, c'est souvent très bien. À 3, ça va aussi, mais déjà, des projets sont d'une taille un peu plus petite. Et si on est dans des modules, comme le module inter-école, où on a des étudiants de Neuchâtel et Genève, avec 3, on a une personne de chaque, c'est déjà la limite. Alors, au moins que ça fait pas tellement de sens. On va travailler avec une méthodologie qui est agile, mais pas forcément Scrum. On va pas faire des daily meetings avec soi-même si on est en train de faire notre TB, par exemple. Mais oui, ben bon, après, Scrum, on peut utiliser pour des équipes de 10 personnes aussi, hein, ça va aussi. Mais pour les étudiants, moi, je ne ferais pas parce que dans notre expérience, au moins, on voit que si on va avec trop d'étudiants dans une équipe, c'est compliqué à gérer et eux, ils n'ont pas encore l'expérience pour faire ce type de travail. OK. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, si je peux poser ma deuxième. Vas-y. Ouais. OK, ça c'est pour vous deux, mais surtout Davidé, parce que c'est toi qui as parlé de tout ce qui est en lien avec IA. C'est une question, je pense que ça doit être compliqué de répondre, mais donc tu nous as parlé de tous ces défis qui t'as rencontrés avec les étudiants par rapport à l'utilisation de l'IA. Est-ce que maintenant tu penses changer ton approche, justement, peut-être passer du temps au début de semestre pour vraiment faire un peu le comment et quand utiliser ou pas, qu'est-ce que c'est une bonne utilisation pour ce cours-là ou pas, ou même faire quelque chose de formel, un document, je ne sais pas. Euh, et pourquoi tu penses que la communication, elle est pas aussi efficace maintenant avec l'utilisation de IA? Ah, ça, c'est une super question. Je crois qu'il y a au moins 4-5 façades dessous. Alors, clairement, euh, ligne base, et il faut pas penser que les IA, c'est un silver bullet, mais quand même, c'est pas le diable. Il faut faire avec, et surtout au niveau des travails, le moment que les étudiants ils vont sortir notre bachelor, ben, sur le monde du travail, il y a cet outil et il faut savoir les utiliser. Alors vraiment, il faut savoir les utiliser. Il y a beaucoup d'études, surtout au niveau pédagogique, dans des périodes récentes, je crois dans les passées semaines au mois, qui ont relevé un peu la dualité entre les LLM et le jeu d'hasard. Et là, c'est un danger très grand, parce que si aussi on essaye de l'utiliser dans une manière constructive, ils sont vraiment très simples. Ils sont toujours là. Et c'est très simple de tomber sur, bon, fais ça pour moi. C'est vraiment compliqué à gérer sans des guardrails. Tout à fait. Aussi avec Nathalie ici, on est dans 2 projets de rectorat pour vraiment essayer d'utiliser cette technologie-là dans un cadre constructif.
Alors, il y a des projets qui vont travailler sur ça, qu'on est en train de vraiment réfléchir comment mettre l'étudiant et l'élève moi-même dans une connexion, dans une direction directe. Un exemple, c'est c'est l'élève, ils ne doivent pas donner directement la réponse, mais ils doivent la co-construire avec les étudiants. Côté prof, il faut mettre à jour un peu la modalité d'enseignement et les contenus, que normalement dans l'informatique, les contenus ils deviennent obsolètes, mais aujourd'hui encore plus vite. Alors la manière plus le contenu, il faut qu'il avance et qu'il change un peu de paradigme. Et une chose qu'aujourd'hui, on est un peu tous concernés, que c'est pas seulement sous comme la donnée, ça c'est clair, c'est une priorité, mais c'est comme l'évaluer. Et tout à fait, moi-même, en première, moi j'ai abandonné donner les projets pour donner les projets. Mais moi, je fais un suivi avec les étudiants pendant qu'ils font le projet. Je me mets à côté. Ah, tu as fait ça? Comme tu l'as fait, explique-moi. Moi, j'ai fait une idée déjà de ce qui a fait quoi. Et après, à la fin, à le release, je suis obligé à poser des questions, à investiguer, qu'à la fin, bon, il ne soit pas un plagiat, ce qu'ils vont donner. Et qu'ils ont vraiment appris la connaissance, que c'était le but tout court. Voilà. OK. Ah, merci beaucoup. Peut-être je rebondis et je poserai ma question moi aussi. Donc effectivement, on voit la tendance aujourd'hui pour l'évaluation, c'est d'évaluer le process plutôt que le produit fini parce que finalement le produit fini perd un peu de son sens. Moi j'ai une question parce qu'il y a un mot qui me turlupine toujours quand on utilise des LLM. À la fin, il dit est-ce que tu veux que j'humanise le texte quand il fait du texte? Alors ma question c'est est-ce qu'on pourrait pas lui demander pas d'humaniser le code, mais justement d'optimiser le code pour qu'il y ait plus c'est, comment dire, vous avez dit, c'est copier-coller qui fonctionne pas bien, etc. Est-ce qu'on peut optimiser le code à la fin en donnant des bons prompts? C'est possible ça ou non? Alors, si les prompts ils sont bien écrits, clairement, on peut obtenir du bon code. Maintenant, si on regarde les outils comme Claude, il y a aussi les chercheurs de très haut niveau qui sont toujours sur cette machin-là. Mais moi, je crois que le code, c'est vraiment le dernier de notre problème quand on pense à les étudiants. Moi, franchement, le code, ça m'intéresse et c'est l'étudiant qui l'a fait. Moi, l'ingénieur, pour moi, c'est pas un gars avec ses outils. Moi, je connais le langage ABCD. L'ingénieur, pour moi, c'est la personne qui sait comment trouver les outils pour résoudre des problèmes qu'il ne connaît pas encore. Parce que nous, on ne sait pas les problèmes on va avoir demain. Alors, le moment qu'on sortira de notre école, il faut qu'on est capable d'utiliser les outils, les LLM, les livres, etc., pour résoudre les problèmes que ça va venir. Alors là, la qualité, pour moi, c'est pas dans l'outil fini, mais c'est dans le processus. Mais tu vois, pour moi, c'est pas les ingénieurs qui doivent faire ça, c'est les marketeurs. Mais enfin, chacun son. Mais on a le même souci, ça veut dire que tous nos étudiants, en fait, de chaque métier, ce qu'on doit faire, c'est pas leur faire résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec les outils d'aujourd'hui, mais d'être capable de suivre le changement. On voit, nous, déjà, à quelle vitesse avance le changement. Il faut qu'ils soient capables de réfléchir. Et on doit évaluer vraiment leurs compétences en réflexion, mais c'est pas si facile. En théorie, c'est facile, hein. C'est pour ça qu'on fait des projets pédagogiques. Ah ouais. On essaie de faire notre mieux, tout à fait. Il faut faire quelque chose, ça c'est clair. Ouais, là peut-être aussi il faut se décomplexer. Il faut abandonner l'idée de l'éducation fantasmée où on est des profs géniaux, que tous nos étudiants ils apprenaient super bien avant, et puis que maintenant c'est la cata. Je crois qu'il faut se fixer des objectifs réalistes dans le changement, et puis d'avancer. Nous aussi, on doit apprendre à utiliser ces outils, et nous aussi, on doit comprendre comment évaluer mieux, enseigner mieux, accompagner mieux nos étudiants dans cette période de grand changement. Mais une chose de claire, c'est qu'on peut pas rester sans rien faire. Oui, moi, tout à fait. Moi, je crois que je suis un millénial, chose comme ça, avec le corps de boomer. Et moi-même, tout au début, j'ai dû apprendre comment poser les questions. Et je voyais les jeunes, aussi ma partenaire, elle était un peu plus jeune que moi. Et l'interaction qu'elle faisait, elle a pris beaucoup plus vite de moi, comment poser les bonnes questions. Et ça, bon, tout à fait, c'est vrai, il faut bouger, il faut jamais rester dans notre coin et dire, ah non, moi j'ai appris ça, les contenus de ça, maintenant 25 ans, je fais que ça. Ça,
c'est pas le cas, malheureusement. Ouais. Moi, 25 ans déjà, moi je pense 25 semaines, ça marche plus. Non, maintenant ça va beaucoup, beaucoup vite, c'est juste. C'est vrai. Je ne sais pas si parmi j'allais dire nos auditeurs, je ne sais pas si on ose dire ça, il y a encore des questions que vous voudriez poser sur ce projet? Non, dans tous les cas, on va partager la vidéo que Erika va nous sortir et peut-être les slides aussi s'il y a de l'intérêt. Mais merci en tout cas du partage. Et puis j'espère que cette expérience de chaque projet était bonne pour vous. Oui, super, franchement. Oui, tout à fait. Pas trop de pression, hein? Non, non, non. C'est aussi bien d'avoir cette collaboration entre les deux filières et je pense que c'est important. C'est la même méthodologie appliquée dans deux filières différentes, mais aussi avec des éléments en commun et aussi des expériences, des échanges. Maintenant, vous avez écouté l'expérience de David, par exemple, ça enrichit. Je pense j'espère que ça sera aussi d'utilité pour d'autres personnes qui vont voir la vidéo après. Certainement.